Bienvenue dans cette masterclass. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, qui est un jour très important puisque vous allez vous approprier les leviers indispensables à l'écriture d'un bon roman. Vous êtes donc au bon endroit pour acquérir et apprendre les outils, les techniques, les stratégies, l'état d'esprit indispensable à l'écriture d'un roman remarquable. Dites-vous que ceci est plus qu'une masterclass, c'est un cadeau que vous vous offrez, c'est un ticket pour écrire un roman dont vous et vos proches allez être immensément fiers. C'est aussi un pivot qui va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur dans votre désir d'écrire un livre. Je m'appelle Emma Millet, j'ai 49 ans et je suis coach dans le développement de la confiance en soi depuis 10 ans. J'ai accompagné des centaines de personnes à développer leur confiance interne et leur estime d'eux-mêmes. Je connais donc parfaitement les outils de coaching, le processus d'accompagnement et les outils les plus efficaces pour développer, renforcer la confiance en soi, qui est un ingrédient essentiel quand on écrit un livre. Parallèlement à mon activité de coach, j'ai écrit 2 romans qui ont très vite été publiés et le dernier est paru en janvier 2023. Depuis 4 ans, de plus, j'anime chaque semaine des ateliers d'écriture et des coachings littéraires. Je connais donc parfaitement le processus d'écriture d'un roman et de publication d'un roman. Alors, pour que votre manuscrit ne reste pas sur votre table de chevet ou au fond d'un tiroir, à la fin de cette masterclass, je vous présenterai mon offre littéraire qui est unique sur le marché parce qu'elle allie ma compétence de coach confiance en soi à ma compétence d'écrivaine. Et vous verrez ensemble comment nous allons aller au bout de votre projet. Vous allez voir comment vous allez découvrir une confiance en vous que vous n'imaginez même pas. Comment vous allez écrire votre roman avec une motivation à toute épreuve, en arrêtant d'écouter cette petite voix qui vous sape, qui dénigre vos écrits. Vous allez voir que vous allez faire avancer, écrire, trouver le temps d'écrire, faire avancer votre roman. Vous allez vous sentir libre d'écrire, vous allez terminer votre roman. Et surtout, vous allez vivre, je vous garantis, vous allez vivre une des expériences les plus riches de votre vie. J'ai envie de vous dire 2 choses très importantes avant de vous exposer les clés essentielles à l'écriture d'un bon roman. La première chose, c'est de ne jamais abandonner votre rêve d'écrire un livre. Moi, j'avais 10 ans quand j'ai décidé de devenir une écrivaine et puis j'ai pris complètement une autre direction. J'ai fait des études d'économie, j'ai travaillé dans le marketing à l'international, dans l'industrie pharmaceutique, enfin voilà, rien à voir. Et à 45 ans, je me suis offert ce cadeau d'écrire un roman et de voir publier ce roman. Donc c'est quelque chose de formidable et vous voyez, je suis la preuve vivante que c'est possible et que vous en êtes capable, vous également, puisque j'en suis capable. La deuxième chose très importante que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes des écrivains. Nous avons ce don d'écriture, comme certains vont avoir un don sur le sport, sur la musique, sur la sculpture, que sais-je. Nous avons ce don d'écriture et nous avons, je pense, le devoir de partager ce don pour impacter les autres, pour impacter positivement le monde. Donc ceci me tenait à cœur. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet de la masterclass, qui est donc de connaître les ingrédients essentiels à l'écriture d'un bon roman. Nous allons aborder 4 parties. La première partie va traiter de la posture à avoir quand on écrit un roman, la posture de l'écrivain, des outils qui sont disponibles, dont l'écrivain peut se servir, donc vous pouvez vous servir. Et la première partie traitera aussi de l'importance de l'idée première avec laquelle vous commencez votre roman. L'idée avant même d'écrire. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter les outils les plus efficaces pour dynamiser votre motivation, renforcer votre confiance intérieure et ainsi aller au bout de votre projet d'écriture. Dans la troisième partie, vous verrez comment choisir vos meilleurs personnages dans un univers de lieux, dans un univers de temps, tout en utilisant un réseau de symboles pour créer une intrigue forte. Et en quatrième partie, nous verrons comment construire votre roman, comment le structurer, quel est le squelette que vous pouvez suivre pour aller au bout. Tout d'abord, nous allons voir la première partie qui est la posture de l'écrivain, les outils qui sont à votre disposition et
l'idée première de votre roman. Concernant la posture, il y a quelque chose de très important, de fondamental, c'est que si vous décidez d'écrire un roman, l'écriture doit devenir pour vous une priorité. C'est pas juste vous dire ah bah tiens je vais écrire un roman de temps en temps quand j'ai le temps, en vacances. Non, ça c'est possible, ça n'avancera pas. Ça va peut-être marcher au début et puis bouf, ça va tomber. Donc vous devez faire de la place. Vous devez donner de la place à l'écriture, qu'elle soit pour vous quelque chose d'important. Et pour ça, vous pouvez, une des solutions, et c'est ce que je vous recommande de mettre en place, c'est de mettre en place une routine, une sorte de petite marche quotidienne ou hebdomadaire d'écriture. Alors ça peut être, je sais pas moi, tous les lundis vous écrivez, ou tous les mardis matins, ou tous les jours de telle heure à telle heure, ou tous les week-ends de telle heure à telle heure, ou cette soirée-là en particulier de telle heure à telle heure, ou la nuit X si vous avez envie d'écrire la nuit. Le but c'est de dire à l'écriture, ok, je te donne une place dans ma vie, et cette place ça va être celle-là. Et on va avoir une discipline tous les deux. C'est sympa cette relation de parler à l'écriture, c'est vraiment ça en fait. Vous parlez à l'écriture et vous établissez avec l'écriture une relation amicale. Et donc, pour qu'il y ait une discipline et une routine qui se mettent en place. Un autre élément très indispensable si vous écrivez votre roman, c'est de le faire dans une atmosphère que vous aimez, dans laquelle vous ayez envie d'écrire. C'est sûr, si vous arrivez dans un endroit avec un bureau surchargé, enfin, à moins que ça soit ça qui vous plaise, mais avec plein de trucs autour de vous qui vous déplaît, enfin, quelque chose, vous n'avez pas envie quoi, d'écrire là, bon, bah, ça sert à rien. Donc, vous pouvez écrire où vous voulez, ça peut être chez vous, ça peut être dans la nature, ça peut être dans un café, dans un hôtel, dans un bar, que sais-je, un resto, mais il faut que ça soit un endroit où vous vous sentiez bien. Vous pouvez voilà, votre imagination, votre créativité puisse s'exprimer. Ensuite, par rapport à la posture de l'écrivain, il y a quelque chose aussi de très important à intégrer, c'est qu'écrire un roman, c'est long. Moi, à chaque fois, ça me prend un an, mais il y a des gens pour qui ça va prendre plusieurs années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire. Vous devez intégrer cette idée de lenteur. Ça va se faire tranquillement. Vous n'êtes pas pressé. Vous n'avez pas un éditeur qui vous dit allez, allez. Enfin, peut-être. Vous avez peut-être un éditeur qui vous dit allez, allez, il me faut un manuscrit. Enfin, dans la plupart des cas, vous êtes encore libre de choisir votre timing. Donc c'est très important de prendre votre temps, de ne pas être pressé. Un roman a besoin parfois d'infuser. Vous avez besoin, très souvent, je dis parfois, mais très souvent besoin de vous poser avec votre livre et puis de laisser les choses un peu en arrière-plan se développer toutes seules. Donc la lenteur, c'est quelque chose de très très important. Donc ça, c'était par rapport à la posture de l'écrivain. Donc votre posture. On est bien d'accord. Maintenant, nous parlons des outils à votre disposition. Le premier outil, c'est la manière que vous allez utiliser concrètement pour écrire votre roman. Donc il y a 3 possibilités. Soit vous faites comme moi, comme la manière dont j'ai écrit mes 2 premiers romans, c'est je me jette dans le vide. Je prépare presque rien, donc vous préparez presque rien, vous vous mettez devant votre feuille, votre ordi j'imagine, pas votre feuille, pour écrire un roman, l'ordi ça serait quand même plus facile. Donc vous vous mettez devant votre ordi et puis vous y allez, et puis l'histoire se dessine toute seule, les personnages arrivent, bam bam, vous réfléchissez au fur et à mesure en fait. Et c'est très très agréable parce que vous êtes complètement dans le lâcher prise, vous êtes complètement dans l'observation, complètement dans l'admiration même de ce qui se déroule devant vos yeux malgré vous. Donc ça, c'est la première possibilité. Beaucoup d'auteurs très connus qui fonctionnent comme ça. La deuxième possibilité, ça c'est la deuxième que j'ai choisie pour mon 3e roman et beaucoup d'auteurs aussi l'utilisent, c'est d'être un organisateur né. Alors là, vous allez tout planifier avant d'écrire. Donc les personnages, les fiches, quel est le début, quelle est la fin, quel est le milieu, quelles sont toutes mes scènes, comment j'organise mes scènes, comment je mets de l'intrigue, quels sont mes secrets. Bon, tout ça on verra après dans la dernière partie, dans la structure. Donc voilà, vous planifiez tout, vous organisez tout. Alors c'est aussi très très agréable parce qu'en fait ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous pousse à faire toujours mieux, ça vous pousse à aller au-delà de ce que vous penseriez spontané et bien. Donc, c'est un moteur de perfectionnement.
Et il y a une troisième possibilité, c'est de combiner les deux. C'est celle qui me va très bien aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de cette liberté, de cette spontanéité d'écriture, de ne pas me poser de questions, de boum, je laisse, et puis c'est super ce qui s'écrit, je ne sais pas d'où ça vient. Donc voilà, donc cette liberté d'écrire, cette spontanéité d'écrire, moi j'en ai besoin, et donc je la garde dans mon processus d'écriture. Mais quand même, je me suis rendu compte, par rapport à moi, mon expérience, après c'est pas une vérité absolue, que de combiner avec un effort sur la structure en amont, permettait d'avoir un roman peut-être plus construit, plus abouti, moins bancal, mais bon, j'aurais peut-être pas dû vous dire ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue. L'idée ici, c'est que c'est vous qui allez trouver votre méthode, celle avec laquelle vous vous sentez bien, finalement. Spielberg, lui, déteste tout planifier à l'avance. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de meilleure méthode. Donc, dans mes accompagnements, je vous aide à ça. Je vous aide à savoir quelle est la méthode qui vous correspond le mieux. Parce que vous ne le savez peut-être pas tout de suite, ou peut-être que vous avez envie de changer ou d'essayer d'autres choses. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est le fameux style. Alors, combien d'auteurs disent « Ah là là, ils n'ont pas confiance dans leur style, critiquent leur style, c'est pas assez bien, voudraient écrire comme tel auteur, comme... » Alors, ça va être un peu catégorique ce que je vais vous dire, mais au début, le style, on s'en fout. Enfin, lors du premier jet, voilà. Bien sûr, après, il y aura la phase d'amélioration, où on va quand même essayer d'écrire un peu joliment, mais la chose la plus importante, c'est de prendre ce style un peu à la légère au départ, et de rester simple, de ne pas vouloir être un écrivain, de ne pas vouloir écrire comme truc, machin. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez votre style. Dans tous les ateliers d'écriture depuis 4 ans, chaque semaine, chaque personne a son style. Alors bien sûr, il y a des choses qui se recoupent, mais c'est formidable. Et donc, mon rôle à moi dans mes accompagnements littéraires, c'est aussi de vous aider à trouver ce style. Quelle est votre voix d'écrivain? Quelle est votre voix d'auteur? Vous n'avez pas besoin d'imiter quelqu'un. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut. Il faut juste trouver quelle est cette voix et lui faire confiance, la laisser s'exprimer, arrêter de la brider en permanence. Alors, il y a un autre outil très important pour les auteurs qui écrivent leurs romans, c'est le moment présent. En effet, la majorité des auteurs que j'ai rencontrés sont dans l'instant d'après. Ils ne sont pas dans le moment présent d'écriture. Ils se posent tout un tas de questions par rapport au résultat final, par rapport à la correction, par rapport à ce que les gens vont aimer, que vont dire mes proches. Il y a tout pour qu'on n'écrive pas. Donc, quand vous écrivez votre roman, quand vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train d'écrire. C'est très 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 important de rester dans ce moment en disant à votre cerveau, à votre petite voix là qui s'emballe, tais-toi, juste tais-toi, je suis en train d'écrire. Voilà. Et après on verra. Donc ça, c'est vraiment très important à garder en tête. Ensuite, un autre outil, il y en a beaucoup. Un autre outil, c'est l'inspiration. Alors oui, l'inspiration, un auteur pour écrire a besoin d'inspiration, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose, j'allais dire, d'assez naturel, d'assez spontané pour un écrivain. Après, il y a quelque chose auquel on ne pense pas assez, ce sont les rêves. Moi, il m'est souvent arrivé de m'endormir avec une question par rapport à mon roman, hop, et je me réveille et j'ai la réponse. Donc, ou alors d'avoir des idées, alors que j'avais rien demandé la veille, d'avoir des idées par rapport à une histoire. Donc l'inspiration, elle peut venir des rêves, ça c'est très très important. Elle peut aussi venir tellement de choses en fait, de livres que vous allez lire, de gens que vous allez rencontrer, de discussions, voilà. Donc ça paraît peut-être un peu évident là, ce que je vous dis, mais c'est très important de se dire, attends, mais je suis pas seule dans mon écriture. Il y a l'inspiration qui est là, vous voyez, comme tout à l'heure je vous parlais d'une relation d'amitié avec l'écriture, c'est aussi d'une relation d'amitié avec mon inspiration. Et de là, on passe à l'autre outil qui est l'imagination. Finalement, c'est un peu lié. Et l'imagination, votre créativité, vous pouvez la développer de plein de manières. En voyageant, en rencontrant des gens dans la rue, en observant des gens dans la rue, dans des restaurants, dans des cafés, en parlant avec des personnes, mais de manière un peu détaillée pour vraiment voir quel est leur système de pensée, si c'est ce genre de personnage que vous voulez mettre dans un roman.
Bien sûr, les livres, mais même la musique, ça peut être une source d'imagination. Donc là aussi, c'est d'avoir une relation d'amitié avec votre imagination. Alors, un autre outil, ce sont les 5 sens. Les 5 sens vont être très importants, notamment dans les scènes de description. Quand vous allez écrire une scène de description, essayez de mettre, alors peut-être pas à chaque fois les 5 sens, mais au moins essayez de donner un sens au lecteur. Que ce soit, faites-lui voir, tout simplement, il ne faut pas chercher des fois des choses très compliquées, faites-lui voir quelque chose, faites-lui sentir quelque chose, faites-lui toucher quelque chose, faites-lui goûter quelque chose, faites-lui entendre quelque chose, utilisez ça. Donc les 5 sens, c'est aussi un outil à votre disposition à ne pas oublier dans les descriptions. Ensuite, vous avez donc les dialogues. Les dialogues, très important évidemment dans un roman. Donc les dialogues sont à votre disposition, ce sont des outils qui doivent être utilisés au bon moment, qui doivent apporter quelque chose, qui doivent être vivants, qui doivent servir l'intrigue. Enfin, voilà, dans mes accompagnements, je vous aide aussi à ça, à voir est-ce que le dialogue ici est opportun, comment traiter le dialogue, sur quel ton traiter le dialogue. Donc ça, c'est un outil, j'allais dire, de base, qui se trouve dans tous les romans. Les mots, alors ça paraît évident de dire ça, que les mots sont un outil pour l'écrivain, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans un roman, la première phrase est très, dans un livre en général, la première phrase est très importante. Elle doit venir capter votre lecteur, et la dernière phrase est aussi très importante, puisqu'elle doit donner envie à votre lecteur de revenir vous lire. Et il faut absolument travailler ces 2 phrases, enfin ces 2 groupes de phrases, on va dire. Donc là aussi, si on travaille ensemble, et bien évidemment, je vous aide à travailler et à rendre ces phrases les meilleures possibles, parce que ce sont vraiment cruciales. Enfin, par rapport aux outils qui sont à votre disposition quand vous écrivez un roman, il y a le fameux narrateur. Donc vous avez, j'imagine, entendu parler, c'est-à-dire qui raconte l'histoire. Alors, souvent, les primo-romanciers que j'ai rencontrés se servent du narrateur omniscient, voilà, celui qui raconte, celui qui sait tout. Alors c'est très bien, ça peut, voilà, il n'y a pas d'idée négative par rapport à ce narrateur omniscient, mais moi je pense que parfois ça peut rendre l'histoire, peut-être dans certaines circonstances, un peu plate, un peu monotone, et que trouver un autre narrateur, ça peut justement apporter quelque chose à l'intrigue, ça peut apporter quelque chose à l'émotion. Donc là encore, dans mes accompagnements, je vous aide à savoir quel est le meilleur narrateur pour votre livre par rapport à votre histoire, par rapport au message que vous voulez faire passer. C'est pas anodin. C'est-à-dire, on commence, c'est important d'y penser. Alors bien sûr, si on est dans l'écriture spontanée, comme tout à l'heure, peut-être vous n'allez pas y penser tout de suite, mais c'est quand même, je pense, important d'y penser un peu au départ. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi, parce que ça s'est vécu. Parce que si vous commencez un texte avec un certain narrateur et qu'au milieu, au bout de 6 mois, vous vous dites « Ah ben non, finalement, je préfère l'autre narrateur », vous allez devoir reprendre tout votre roman et changer toutes les phrases en mettant des jeux si du coup, vous passez au jeu. Voilà. Donc ça vaut le coup de passer un petit peu de temps au départ avant de commencer à écrire votre roman, de vous dire « Attends, quel narrateur je choisis ?» Et c'est pas forcément une décision si simple, mais importante. Donc nous avons vu la posture à avoir quand on écrit un roman. Nous avons vu les outils à votre disposition en tant qu'écrivain. Maintenant, j'aimerais vous parler de votre idée première. Vous avez envie d'écrire un roman, donc vous avez une idée. Ou alors, il y a une idée à un moment donné qui va arriver. Donc, dites-vous bien une chose, cette idée, elle peut être très bonne, mais ce n'est jamais la meilleure. Cette idée, en fait, il faut vous demander, est-ce qu'elle est vraiment unique? Est-ce qu'elle est vraiment personnelle? Est-ce que il n'y a que moi qui peux la raconter? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu, que j'ai déjà entendu? Là, du coup, est-ce que c'est plutôt quelque chose que j'ai déjà lu, ou même vu, avec un film? Donc, c'est très important de vous poser ces questions-là, de ce côté personnel, de ce côté unique, pour qu'en fait, on sente que les racines de cette histoire, elles soient en vous. Qu'il n'y a que vous qui puissiez la raconter. Ensuite, cette idée, est-ce qu'elle peut intéresser des lecteurs, cette idée? Parce qu'elle est peut-être très bonne,
mais est-ce qu'elle est suffisamment originale? Ensuite, cette idée de roman, il faut vraiment qu'elle vous habite. Parce que, comme je disais, un roman, c'est très long. Donc la motivation au départ, bam bam bam, c'est super, ouais, j'écris un roman et tout. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça retombe. Donc si vous n'écrivez pas quelque chose que vous aimez, si vous n'écrivez pas quelque chose qui vous habite, qui vous motive, qui vous dynamise, quelque chose que vous avez profondément et besoin, envie d'écrire, vous allez avoir du mal à le tenir sur la durée. Ensuite, l'idée que vous avez envie de développer pour votre roman doit s'adresser à quelqu'un. Donc à qui parle votre roman? À qui vous voulez adresser ce message? Ça, c'est très important. Et dans mes accompagnements, je vous aide. Je vous aide justement à creuser cette idée. Je vous aide à la rendre personnelle, unique, originale, à trouver à qui vous voulez vous adresser, quel message vous voulez faire passer. Si vous pouviez avoir un message clé que vous avez envie de faire passer, que vous voulez que votre lecteur retienne à la fin de votre livre, voilà, c'est ce message-là. Donc moi, je vous aide à ça. C'est aussi mon rôle de vous aider, de vous pousser à trouver qu'est-ce que vous voulez réellement dire. Pour pas vous perdre dans tout un tas de messages. Si vous avez plein de messages à dire, vous allez écrire plusieurs romans. Super. Mais au moins pour un roman, choisissez un thème, un message, creusez-le à fond et allez jusqu'au bout. De cette idée découle le principe directeur et avant tout le débat moral. Alors le débat moral, qu'est-ce que c'est? C'est comme le sujet de votre livre, hein, c'est ce message que vous voulez faire passer, mais d'un point de vue moral. C'est-à-dire, donc ça va densifier beaucoup plus votre roman, de pas simplement avoir une idée générale, mais avoir quelque chose de moral qui va toucher le lecteur dans la moralité, et en fait, dans le fait de comment vous pensez qu'il faut vivre sa vie. C'est ça, vous voulez communiquer ceci au lecteur, vous voulez lui dire, voilà, moi, en tant qu'auteur, je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie d'un point de vue de la moralité, et vous allez l'exposer tout au long de votre roman. Donc moi, je vais vous aider à ça, parce que c'est pas évident de trouver quel est ce débat moral, quel est ce message moral que je veux développer tout au long de mon roman. Il y a aussi un dernier point qu'on travaille ensemble, c'est ce qu'on appelle le principe directeur. Donc le principe directeur, c'est en fait l'idée abstraite, l'idée qui va se dérouler tout au long de votre roman et donc nous, lecteurs, on va suivre. Donc c'est en fait ce que vous voulez raconter. Donc ça paraît simple comme ça de dire oui, je sais, je veux raconter ça avec tel message. Mais quand vraiment vous commencez à écrire les choses, qu'est-ce que je veux raconter? Quel est le point moral que je veux développer? Quel est le message précis? C'est pas aussi simple. Donc c'est là que j'entre en ligne pour vous aider. Donc nous avons terminé la première partie. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième. Dans cette deuxième partie, je vais vous exposer les outils les plus efficaces pour renforcer votre motivation et votre confiance en vous-même, qui sont deux ingrédients essentiels quand on écrit un roman. Alors, la base, que ce soit pour la motivation ou la confiance en soi, c'est une méthode que je vous invite à creuser. Ça s'appelle ce qui s'appelle la méthode VERA. V-E-R-A. Donc, V, ça veut dire visualiser. E, ça veut dire écrire. R, ça veut dire ressentir. Et A, ça veut dire affirmer. Cette méthode, en fait, elle joue sur 3 points. Premièrement, elle joue sur le corps. Et le but, en jouant sur le corps, c'est d'être dans une forme de dynamisme, d'être dans une forme d'enthousiasme quand vous écrivez votre roman. Dans la vie en général, on parle d'écrire un roman, mais dans la vie en général, dans toutes les situations. C'est une technique, pas forcément pour les écrivains, mais que vous pourrez appliquer partout. Donc le but, en agissant sur le corps, c'est d'avoir une énergie, d'avoir un enthousiasme, d'avoir une joie, en fait, qui va vous propulser pour faire des choses. Le deuxième élément sur lequel joue cette méthode, donc premier le corps, deuxième c'est les pensées. Le petit disque là, qui nous embête, qui nous critique, qui nous donne des pensées négatives, de peur, de tout ce qu'on veut, qui nous motive pas à aller plus avant. Donc cette méthode va travailler sur ces pensées et en fait le but, vous vous doutez bien,
c'est d'entraîner notre cerveau à avoir des pensées plutôt positives et plutôt porteuses, hein, plutôt que des pensées qui vont nous enliser. Donc vous allez écrire ce que vous voulez, pourquoi vous voulez ce que vous voulez, comment vous allez y arriver. Donc vous allez le visualiser. Vous avez le E du verra et le V de visualiser. Donc vous allez le voir. C'est très important que vous le lisiez. Et que vous le lisiez à voix haute. En fait, c'est le A d'affirmer. À voix haute et pas ouais, je voudrais bien écrire un roman, ouais, c'est une histoire qui me plaît. Non, non, c'est je veux écrire un roman, j'ai envie d'écrire ce roman parce que c'est ça qui me motive et je vais y arriver en faisant ça, ça et ça. Vous voyez, vous affirmez, quoi. Vous affirmez. Un peu, alors je ne dis pas le crier, mais presque. Il faut qu'il y ait de l'énergie dans ce que vous allez dire. Cette méthode, elle est comme ça et vous allez voir, c'est très très efficace. Alors, il manque donc la dernière lettre qui est le ressentir. Donc le ressentir, c'est que, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire si vous dites les choses comme ça, ouais, j'aimerais bien écrire un roman, enfin je veux écrire un roman, ou si tu dis, je veux écrire un roman, mais ouais, c'est mon rêve d'enfant, quoi, j'ai toujours envie de faire ça. Ouais, ça n'a rien à voir, vous allez ressentir des choses. Et ces choses-là, donc ce que vous allez ressentir, ça va faire vibrer des choses autour de vous, et ça va vous aider vous verrez, il faut que vous fassiez l'expérience, ça va vous aider dans la réalisation de ce que vous avez envie de réaliser. Donc ça, c'est la base. C'est comment fonctionne cette méthode. Donc par rapport à la motivation, donc c'est exactement ça. Le premier élément pour développer votre motivation, c'est de savoir où vous allez. Donc d'écrire clairement votre objectif, donc par rapport à votre roman, pourquoi vous voulez faire ça, comment vous allez y arriver. Le deuxième élément qui va vous aider à développer à renforcer votre motivation, c'est de vous entourer de gens qui sont comme vous. Parce que ils vont vous porter, ils vont vous motiver, vous allez vous sentir faire partie d'une communauté ou d'un club privé, appelez ça comme vous voulez. Vous allez pas vous sentir seul dans votre projet. Alors, si vous êtes avec moi, vous n'allez pas vous sentir seul. Mais le fait d'être entouré en plus de gens qui sont comme vous, qui comprennent dans l'état, qui comprennent ce que vous vivez, l'état dans lequel vous êtes, le fait que parfois vous pouvez rester des heures à réfléchir sur un adjectif. Ouais, les gens pour qui ils se disent mais elle est folle. Mais non, l'écrivain, parfois il a des attitudes que peut-être celui qui n'est pas écrivain va pas comprendre. Donc c'est important que vous entouriez de gens qui soient comme vous et qui aient ce goût, cette passion-là pour les mots et donc qui vont vous comprendre, qui vont vous encourager. Ensuite, donc par rapport au fait de s'entourer, c'est très important aussi de vous entourer de proches, de dire à vos proches ou à quelqu'un de très proche ce que vous allez faire. Voilà, je m'apprête à écrire un roman. Parce que si vous restez dans votre petite... si vous en faites dans votre secret, en fait, ok, ça peut avancer. Mais si vous dites à un proche, en fait, il y a une forme d'engagement qui se crée. C'est-à-dire, quelque part, si ça avance pas, peut-être vous allez avoir un peu honte, quoi. Vous allez vous dire, j'avais dit que j'allais écrire un roman, il n'y a rien qui a été fait, ça fait 6 mois, j'ai pas une ligne, oh là là. Et donc, en fait, de dire à quelqu'un ce que vous apprêtez à faire, ça fait un peu comme Jiminy Cricket, quoi. C'est un peu la conscience, la petite conscience qui revient dans votre tête à chaque fois et qui vous dit, mais je lui ai dit, donc il faut que je le fasse. Pour développer votre motivation, renforcer votre motivation, il y a un autre outil qui est très simple, qui est tout simplement la planification. Donc ça va éviter tout phénomène de procrastination, c'est-à-dire de faire tout ce que vous devez faire à part écrire. Des choses d'ailleurs très bien, souvent très très importantes dans votre vie. Alors dans vous dites, il faut vraiment le faire, hein, donc c'est bien que je fasse ça. Oui, mais en attendant, vous n'écrivez pas. Donc si vous planifiez vos moments d'écriture sur un agenda papier ou électronique, vous allez le voir à l'avance. Vous voyez, plusieurs jours à l'avance, vous allez dire, oui, il y a ce moment-là, attention, il arrive. Donc quelque part, c'est aussi un engagement, comme on a dit, vous engagez vis-à-vis de quelqu'un, vous engagez là aussi vis-à-vis de vous-même, si vous le planifiez, ce moment d'écriture dans votre agenda. Et puis on revient à la notion de la partie 1 qu'on a vue tout à l'heure, c'est que là, vous prouvez vraiment que vous donnez de la place à l'écriture et que vous lui donnez une priorité dans votre vie, puisque vous la planifiez dans l'agenda.
Un autre moyen de développer votre motivation, c'est d'aimer ce que vous faites. C'est d'aimer ce que vous faites, parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est vrai qu'on se demande un peu à quoi bon. À quoi bon. Donc, écrivez ce que vous aimez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était très important dans l'idée première de votre roman, là, dont on a parlé tout à l'heure en partie 1, c'était très important d'écrire une histoire qui vous habite, enfin, ce que vous avez besoin, que vous avez envie de raconter. Parce que si vous aimez ce que vous faites, si vous aimez vous mettre à votre bureau pour écrire cette histoire, ça va durer. Du coup, vous allez avoir envie d'y revenir à chaque fois. Donc ça, c'est un autre élément de motivation. Un autre élément pour renforcer, développer votre motivation, c'est, alors ça paraît un peu simple, mais c'est se poser. Vous poser. Parce que donc écrire un roman, c'est lent, oui. Et puis ça peut arriver qu'on se lasse, ça peut arriver qu'on soit fatigué, soit physiquement, soit psychiquement. Ça peut arriver que, tout d'un coup, on se rende compte qu'on se met quand même pas mal de pression. Donc, à ce moment-là, plutôt que la motivation retombe complètement, voyez le truc arriver. Vous dire, ok, je suis fatigué, je me mets la pression, là. On se calme, on se pose. Posez. Et puis, vous allez reprendre après. Détendez-vous, allez marcher. Moi, je fais du tai chi depuis 20 ans, donc c'est vrai que ça me détend. Faites des mouvements de tai chi, ou je ne sais pas si vous aimez la méditation, le yoga, quoique la méditation, parfois c'est pas ce qui détend le plus, mais bon. Donc voyez, posez-vous pour laisser à votre roman le temps de... comme un vent, là, calme, qui va nous donner un nouvel élan, en fait. Et dernier élément pour renforcer votre motivation, et pas des moindres, c'est quand on parle de motivation, on parle de félicitations, on parle de récompense. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez franchir une étape qui est pour vous difficile, eh bien félicitez-vous, récompensez-vous, je ne sais pas, donc offrez-vous quelque chose qui vous fait plaisir, en vous disant, j'avais dit que j'écrirais... cette scène avant tel jour, je l'avais planifié sur mon agenda, je l'ai fait, je suis arrivée au bout, je suis contente. Ou j'avais dit que je finirais le premier jet à telle date, ou que je ferais lire à ma meilleure amie tel passage, j'y suis arrivée, félicitez-vous, récompensez-vous, ça c'est très très important dans tout processus de motivation. Alors, la confiance en soi maintenant, qui est un ingrédient clé pour quand on écrit un livre. Ça, c'est l'expérience qui me fait dire ça, parce que les gens que je rencontre, je vois bien que c'est ça qui les freine beaucoup. D'ailleurs, quand on travaille ensemble, c'est mon rôle principal de vous motiver, de vous aider à développer votre motivation, de vous aider à garder surtout cette motivation. Et c'est mon rôle principal d'être là à chaque coup de mou pour vous relancer sur le beau chemin de la confiance en soi. Un des outils que vous pouvez utiliser pour développer votre confiance en vous, c'est repenser à une grande réussite, repenser à quelque chose dont vous êtes fier. Et donc d'écrire cette réussite, toujours pareil, on est dans ce que je vous disais au départ de cette méthode Vera, d'écrire pour ensuite voir, lire, dire à voix haute, affirmer cette réussite et voir ce que ça nous fait. Vous allez voir, mais vous faites l'expérience, je suis sûre à 100%, qu'il y aura des émotions. Alors, même des pleurs, ça peut être une émotion positive, c'est pas forcément au contraire, quelque chose qui vous pousse en disant « Ah, j'ai réussi ça, je suis trop fière, j'ai envie de recommencer. » Donc, écrivez votre réussite, dites à voix haute votre réussite, répétez votre réussite, ressentez ce que cette réussite vous fait quand vous vous en rappelez. Même chose avec une force que vous avez et dont vous allez utiliser, pour écrire votre roman. Quelle force, quel talent, quelle qualité allez-vous utiliser pour écrire votre roman? Donc ça pareil, vous l'écrivez. Je vais utiliser cette force-là et vous le relisez à voix haute, et vous l'affirmez, ouais, j'ai cette force, je sais, je suis quelqu'un de persévérant, donc
je vais y arriver parce que je suis quelqu'un de persévérant. Ou je sais pas, je suis quelqu'un d'organisé, donc je suis quelqu'un d'organisé, donc je vais y arriver à écrire ce roman. Vous voyez? Des choses comme ça qui vous motivent, hein, qui vous donnent confiance en vous. Une autre idée, c'est d'écrire sur des post-it tout un tas de phrases qui vous font du bien. De phrases ou de mots. Alors, confiance, patience, je suis capable, je vais y arriver, ne t'inquiète pas, tu seras fier de toi. Enfin, voilà, des phrases que vous avez envie d'entendre et que vous savez en les lisant que ces phrases, elles vous font du bien. Donc, vous mettez des post-it comme ça, mais même à la cuisine, à la salle de bain, enfin là où vous travaillez, dans votre bureau, sur votre écran d'ordinateur sur un côté. Le but, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'entraîner votre cerveau à penser de manière positive, à penser de manière dynamique et avec un objectif. Voilà, c'est ça le but, qui va aider considérablement la motivation et la confiance en soi. Un autre outil de confiance en soi, c'est à l'évidence de recevoir des retours positifs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de vous entourer de gens qui sont comme vous, qui aiment les mêmes choses que vous, donc participez par exemple à des ateliers d'écriture. Si vous êtes dans les Landes, à côté de Bayonne, venez me voir. Et là, vous verrez de recevoir des retours positifs de gens qui vous disent ah ben ouais c'est bien ce que tu as fait, ouais waouh j'ai eu les larmes aux yeux, ou wow, c'était super bien écrit, très bien détaillé, voilà je m'y suis vue, très visuel. Ça c'est très 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 encourageant et pour la confiance c'est très important. Donc entourez-vous de gens bienveillants, entourez-vous de gens qui vont vous donner des retours positifs sur ce que vous écrivez et sur ce que vous avez envie de faire. Donc là d'écrire un roman. Un autre outil, donc, puisqu'on parle de bienveillance et d'indulgence, c'est d'être votre meilleur ami. Donc que vous soyez en premier lieu cette personne bienveillante et indulgente qui va, alors qui d'ailleurs n'arrive pas assez souvent. On parlait de cette petite voix et de ce disque rayé qui vous embrouille le cerveau et qui vous fait croire que vous n'avez pas un style suffisamment bon, que vous n'avez pas une histoire suffisamment intéressante, que personne ne sera intéressé parce que vous allez écrire blablabla, blablabla, blablabla. Donc cette petite voix, c'est à vous, en tant que meilleur ami bienveillant et indulgent, de lui dire « tais-toi ». Et là, vous vous répétez vos réussites, vos forces, vous regardez vos post-it, et vous voyez ce que ça vous fait émotionnellement. Un autre outil pour développer la confiance en soi, c'est ce qu'on appelle le soutien social, c'est-à-dire pensez, quand vous avez un peu ces phases de mou, là, vous dites oh, de toute façon, je vais jamais y arriver, non mais regarde ce que tu écris, c'est nul, quoi. Voilà, cette petite phrase assassine, c'est nul. Quand vous avez cette phrase-là, à qui vous pouvez penser pour l'enlever, pour la supprimer, à qui vous pouvez penser pour que il y ait un regain de confiance qui arrive. Donc, je sais pas, trouvez-vous une personne que vous connaissiez ou pas d'ailleurs, et qui puisse faire cet effet-là. Alors, dans mes accompagnements, j'espère bien que je joue le rôle de cette personne à laquelle vous pensez en disant ah, hey, elle m'a dit que c'était possible, j'allais arriver, j'avais cette force, j'avais cette capacité, tada, tada. Bon, donc voilà, trouvez-vous une personne qui vous booste et qui vous redonne de l'énergie et redonne de la confiance quand vous en avez besoin. Il y a tellement d'autres outils pour développer la confiance en soi. Alors il y a 3 choses qui sont importantes quand on parle de confiance en soi, c'est savoir se détendre. On a parlé un peu tout à l'heure quand on parlait de savoir poser, poser son livre, le laisser infuser, puis nous aussi se laisser un peu se reposer. Savoir se détendre, c'est très très important, ça participe de la confiance en soi. Donc, il y a plein de manières de se détendre. Je disais que moi je faisais du tai chi. Donc, un exercice de tai chi qui est souvent pratiqué, c'est l'exercice de l'arbre, où vous imaginez entourer un tronc, ou alors vous imaginez être l'arbre, et voilà, vous restez comme ça, statique, ou vous vous mettez face à un arbre et vous essayez de voir la force que cet arbre dégage et qui vous transmet. Bon, voilà, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Mais en tout cas, cette posture de l'arbre, pour se détendre, elle est très, très forte. Après, il y en a d'autres. Hein, la posture du bambou, le bambou dans le vent. Vous imaginez être un bambou et puis avoir une petite brise. Et puis voilà, vous vous laissez aller comme ça au vent. Ça calme. Donc quand on parle de confiance en soi, on parle aussi d'être détendu. Parce que
parfois, quand on a la confiance qui s'en va, il y a le stress qui arrive. Donc il y a un autre outil dont on peut servir quand on parle de la confiance en soi, c'est la concentration. Alors, la concentration, c'est très important quand, par exemple, vous avez ces montées de stress ou que vous êtes dans un endroit un peu bruyant, vous voulez vous concentrer pour écrire, je dis n'importe quoi. Donc le tai chi, encore une fois, on ne peut pas le renommer, est un excellent moyen pour se concentrer en restant... Voilà, comme je vous disais, dans la posture de l'arbre ou la posture du bambou. Après, il y a plein d'autres moyens de se concentrer. Vous voyez les tennisman qui soufflent comme ça sur leurs mains, c'est un moyen pour se concentrer, pour se calmer. On peut aussi penser à ses pieds, tout simplement. Ça paraît très bête, mais c'est efficace. Donc, essayez de trouver des moyens comme ça. Alors, la méditation, bien évidemment, qui est l'outil de concentration par excellence. Soit vous concentrez sur votre respiration, soit vous concentrez sur une phrase que vous répétez, soit vous concentrez sur une flamme, soit vous concentrez sur un son. Bon, voilà. Donc, travailler la concentration, ça va influer sur votre niveau de confiance en vous. Et enfin, le dernier outil, pas des mots, enfin il y en a plein, là, on ne peut pas non plus passer 3 heures sur les outils de la confiance en soi, mais un outil important quand on parle de la confiance en soi, c'est l'histoire. L'histoire, alors justement... On est au bon endroit, parlant d'écriture, c'est l'histoire alors pas que vous allez raconter, mais l'histoire que vous vous racontez sur vous-même. On se raconte tous une histoire sur nous-mêmes. On dit, oh, je suis comme ci, je suis comme là. On croit qu'on a cette personnalité, qu'on a ce caractère. Évidemment, on l'a acquis depuis des années. On s'est convaincu de certaines choses. Et on a des mots comme ça, on pense qu'ils nous caractérisent. Alors quand ce sont des mots positifs, je suis persévérant, je suis volontaire, je suis organisé, très bien, ça pousse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tac, le cerveau, il enregistre des choses positives. Mais quand ce sont des choses négatives, c'est sûr que c'est pas très bon pour la confiance. Donc, essayez, alors vous n'allez pas changer toute l'histoire, vous pouvez, mais ça va être assez long, mais essayez comme ça de piquer quelques mots que vous vous répétez, ou que vous pensez, dont vous pensez être sûr, vous vous dites, ce mot, un mot négatif, un mot, ça c'est moi, ça quand même, et essayez de changer ce mot. Allez, hop, poubelle, et vous le remplacez par autre chose. Et là, on peut revenir à la méthode du post-it, où vous mettez ce mot sur le post-it, que vous mettez partout dans votre maison, dans chaque porte, par exemple, dès que vous ouvrez, vous voyez ce mot, et vous dites, moi je suis ça aussi, quoi. Par exemple, si vous dites mais moi je suis flemmard, j'arriverai pas à tenir sur la durée l'écriture d'un roman. On dit mais non, t'as réussi ça quand même, je sais pas, dans tel domaine, donc t'es allé jusqu'au bout, t'as déjà réussi un truc comme ça. Donc quelque part, t'as quand même en toi un côté persévérant. Donc hop, mettez persévérant. C'est aussi vous. Il y a toujours les doubles faces. Ça c'est le yin-yang du tai chi, la pièce des deux côtés, puis le face, il y a toujours les deux. C'est-à-dire, vous vous dites quelque chose de négatif, mais quelque part, il y a son inverse qui est vrai aussi et qui vous définit aussi, et c'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Voilà, donc vous avez quelques outils à votre disposition pour travailler votre motivation, pour travailler votre confiance en vous, et en tout cas, dites-vous bien une chose, c'est que si on travaille ensemble, c'est ma mission numéro 1, c'est-à-dire de faire en sorte que vous restiez au top niveau d'un point de vue motivation et confiance en vous pour que vous alliez au bout de ce merveilleux rêve d'écrire un roman. Nous allons donc voir maintenant la partie 3 qui est comment choisir vos meilleurs personnages, choisir un univers de récit et construire une intrigue forte. Donc les personnages, quand même le centre d'un roman. Les personnages, dites-vous bien une chose, votre meilleur personnage, celui que vous aimez le plus, qui va devenir votre héros, votre héroïne, même les autres, les personnages doivent être attachants. Voilà. Ça, vous l'avez souvent entendu dire, mais c'est vraiment crucial. Alors ça ne veut pas dire qu'on aime forcément ce que fait un personnage, mais attachant dans le sens, on va avoir une empathie vis-à-vis de ces personnages, c'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi ils fonctionnent de telle ou telle manière. Donc c'est très important
que vous disiez pas juste, bah, tiens, il fait ça ou il pense ça, mais vous avez besoin de nous expliquer. Nous, le lecteur, on a besoin de comprendre pourquoi votre personnage il fait ça. Si on le comprend, bah, tout est permis, en fait, quelque part. Ensuite, vos personnages doivent procurer de l'émotion. Donc, on rejoint cette notion de lenteur dont on parlait au départ. Donc, si vous n'aimez pas que les choses soient trop lentes et que vous aimez les choses un peu rapides dans l'évolution de votre roman, bah parfois le risque c'est que vous nous fassiez passer à côté des émotions parce que ça va trop vite. Donc on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps de ressentir des choses tellement que ça va vite. Ok, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Non. Vraiment, attachez-vous à décrire et à nous faire ressentir des émotions. Ce qui est très important, j'allais dire peut-être primordial par rapport au personnage, votre personnage doit avoir une des faiblesses psychologiques et morales. Et donc une faiblesse, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose en fait qui lui gâche la vie, qui l'empêche d'avoir la vie qu'il souhaite. Donc d'un point de vue psychologique et d'un point de vue moral. Et de ça découle un besoin psychologique, un besoin moral, c'est-à-dire quelque chose qui doit améliorer, quelque chose qui doit dépasser d'un point de vue psychologique et moral pour régler cette faiblesse. Ça c'est très important parce qu'en fait ça va permettre de voir dans votre roman ce qu'on appelle l'arc des personnages. Bon, après il y a différentes manières de l'appeler, mais ça va permettre de voir une évolution, de voir vos personnages se transformer. Parce que si on part d'un point A à d'un point B et que les personnages restent plus ou moins les mêmes, j'allais dire, on va en parler après sur l'intrigue, mais quel est l'intérêt ? Donc, essayez vraiment même si vous êtes un écrivain, ce qu'on disait dans la partie 1, spontané, qui n'aimait pas prévoir à l'avance, faire des plans, etc., c'est pas grave. Vous pouvez très bien, en écrivant, vous dire, alors ok, attends, hop, vous avez quand même dans un coin de votre tête la faiblesse psychologique, la faiblesse morale. Donc, dans mes accompagnements, je vous aide à ça. Ok, tel personnage, ok, quelle faiblesse il a, qu'est-ce que tu penses psychologiquement, comment on pourrait le faire évoluer, du coup, quel besoin tu penses qu'il a. Tu vois, il y a une discussion pour trouver cette faiblesse psychologique, ce besoin psychologique, besoin moral. Votre personnage, vos personnages, parce qu'en fait, chaque personnage est bâti de la même manière, doivent avoir on va dire le personnage principal, doit avoir un désir, un objectif que nous, lecteurs, on va suivre tout le long du livre. En fait, c'est ça qu'on a envie de savoir. Bon, alors, il va y arriver ou il va pas y arriver, quelque part. Posez-vous toujours la question de dire, ok, donc ça, je vous aide aussi dans les accompagnements, de dire, alors, quel objectif on lui donne, quel désir on lui donne, parce qu'il y a différents degrés au niveau de l'intensité. Donc, on va voir ensemble, ok, on pourrait lui donner cet objectif-là ou celui-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Celui-là, peut-être, ça sera plus fort. Ouais, mais bon, on va plutôt le donner à ce personnage-là. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment une réflexion à faire sur le désir. Votre héros, votre héroïne doit avoir, alors, il y a plusieurs noms, adversaire, antagoniste, bon voilà, on l'appelle comme on veut, en tout cas un adversaire, ça me semble plus clair comme terme, quelqu'un avec qui il va y avoir un conflit. Donc, pareil, quand on travaille ensemble, on réfléchit à ça, ok, il y a le héros, quel est l'antagoniste ? Alors, face à quoi il se heurte ? S'il n'y a pas d'adversaire, l'histoire, il y aura peut-être moins d'attaque, contre-attaque, de rebondissement, on verra ça plus tard dans la partie 4. Bon, ça sera peut-être un petit peu moins dynamique. Donc essayez de trouver un adversaire dans vos personnages. Ces personnages qui ont donc des faiblesses psychologiques et morales, qui ont un désir bien identifié, qui ont des adversaires, qui vont passer par un processus de transformation qu'on va comprendre, donc qui va faire que qui vont être des personnages qu'on appelle denses, vont évoluer évidemment dans un univers. Donc, on parle de la reine de votre roman. Il va falloir déterminer une unité de lieu et une unité de temps. Donc là, il y a différentes possibilités qui vont se présenter par rapport aux images visuelles que vous allez pouvoir utiliser et par rapport au cadrage du temps. Donc là aussi, dans
un travail qu'on fera ensemble, il y a toute cette réflexion sur, ok, là, par rapport à cette histoire, par rapport à l'histoire que vous voulez développer, il faudrait peut-être mieux cet univers visuel ou ce temps-là, ça peut être sur un jour ou sur une vie ou avec un compte à rebours dans une journée. Enfin, il y a plein de possibilités, il y a plein de possibilités de choix. Et c'est vrai, quand on est seul, c'est pas facile parfois de prendre de la distance et de savoir quel choix prendre. Mais en tout cas, gardez bien en tête, si vous restez seul, que vous allez devoir à un moment donné vous poser la question de quelle est mon arène, quelle est mon unité de lieu et quelle est mon unité de temps. De même, il peut être très intéressant dans un roman de jouer avec des symboles, ce qu'on appelle le réseau des symboles, ce qui permet en fait au lecteur de s'identifier sur des choses clés, ce qui permet de le marquer à différents endroits du livre. Alors pour ceux qui connaissent le fameux film Star Wars, donc il y a cette fameuse épée, le sabre laser, qui est le symbole qui revient quand même tout au long des épisodes, et puis cette fameuse phrase que la force soit avec vous, que la force soit avec toi. Voilà, c'est un genre de symbole qui revient à chaque fois, et donc ça marque le lecteur, ça marque celui qui, là en l'occurrence c'est un film. On revient toujours sur ce symbole, et donc dans l'histoire que vous allez écrire, dans le roman que vous allez écrire, mon rôle c'est aussi de vous aider à, ok, alors quel symbole on pourrait mettre, disséminer tout au long du livre pour marquer le lecteur comme ça de manière régulière, et qui finalement il va terminer le livre en ayant l'idée, le souvenir de ce symbole associé à votre livre. Donc vous avez ces personnages qui évoluent dans une unité de temps, dans une unité de lieu, et vous avez trouvé des symboles adéquats. Maintenant, l'intérêt d'un roman, c'est l'intrigue, c'est-à-dire comment vous allez, ce qu'on appelle le page turner, comment vous allez motiver le lecteur à tourner les pages. Parce qu'il y en a des romans qui sortent tous les jours. Donc, créer une intrigue, c'est quoi ? Ça va passer énormément par la structure qu'on verra en point 4. Mais c'est aussi, créer une intrigue, c'est créer un pulse, en fait. Le lecteur a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc plus vous allez mettre des petites pièces un peu partout qui vont créer du mystère avec des secrets, plus il va essayer de voir, il va essayer de reconstituer le pulse. Et ça, c'est ce qui rend intéressant en fait le roman. Il y a le pulse, et puis il y a les émotions que vous allez faire vivre, si on en parlait au niveau des personnages, les émotions que vous allez faire vivre au lecteur. Donc l'intrigue, elle passe par ce pulse où il a besoin de comprendre, il passe par donc ces mystères, il passe par ces secrets, et il passe, on l'a dit tout à l'heure, par la transformation des personnages. Donc vous voyez que créer un réseau de personnages avec une intrigue forte n'est pas aussi simple, il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est aussi pour ça que je suis là et que je vous propose mon aide pour construire votre roman, et qu'ensemble on aille fouiller et qu'on aille déterminer quels sont les meilleurs personnages, les meilleurs désirs, les meilleurs besoins, les meilleures faiblesses, les meilleurs secrets, les meilleurs mystères, les meilleurs rebondissements. Ça, on va le voir dans la structure en partie 4. À tout de suite. Maintenant, on va voir comment construire votre roman. Quelle structure lui donner, quel squelette suivre. Alors, il y a différentes méthodes qui existent sous des noms différents. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est juste celle qui va vous parler le plus, celle qui va être pour vous le plus clair, le plus facile d'utilisation. Donc là, je vous aide aussi, si on travaille ensemble, à choisir la méthode la meilleure pour vous. Donc il y a la méthode, le fameux voyage du héros, il y a la méthode flocon, il y a les méthodes utilisées par les scénaristes au cinéma. Bon, il y a tout un tas de possibilités. Donc on voit ça ensemble, et mon rôle, c'est de vous aider à choisir ce qui vous correspond le mieux. Mais on va quand même dire qu'elles se regroupent et elles se recoupent toutes plus ou moins, ces méthodes, sur un schéma de base, on va dire,
Donc, je vais vous donner chaque étape que vous pouvez suivre pour structurer votre roman d'une manière claire. La première chose que vous allez devoir traiter dans votre roman, c'est qu'est-ce qui se passe avant que l'histoire ne débute réellement. Ce qu'on appelle le spectre, donc qu'est-ce qui se passe. Donc, en fait, vous préparez le lecteur, vous mettez le lecteur dans votre ambiance, vous mettez le lecteur dans votre histoire, vous allez le chercher. Donc, les choses se préparent petit à petit. Ensuite, vous allez avoir la présentation de votre héros, donc héros, héroïne, donc qui va arriver avec des faiblesses psychologiques et morales, avec des besoins psychologiques et moraux qu'on aura vu comme on en a parlé en partie 3, vous allez voir le héros qui traverse une crise, qui a un problème. Ça rejoint ce fameux pulse dont on parlait en partie 3 sur l'intrigue. Donc, première pièce du pulse, il y a un problème à régler. Ensuite, il va y avoir, la plupart du temps, dans toutes les techniques, un élément qui va déclencher l'aventure, ce qu'on appelle l'élément déclencheur. Donc, quelque chose se passe qui lance vraiment l'histoire. Et là, le héros se fixe un objectif. Il va se fixer donc ce fameux désir dont on a parlé en partie 3 au niveau des personnages. Donc il a ce désir très puissant, ce désir unique, ce désir dont il a vraiment envie, qui va nous apparaître, nous en tant que lecteurs, et qu'on va suivre en fait. On va avoir finalement le même désir que le héros tout au long du livre. Ensuite, le héros va avoir un plan pour atteindre cet objectif. Comme vous avez, on en parlait tout à l'heure dans la motivation et dans la confiance en soi, d'écrire un plan par rapport à ce qu'on voulait dans la vie, dans le fait de vouloir écrire un roman, là c'est pareil. Donc vous, en tant que romancier, en tant que romancière, vous allez devoir prévoir. Alors, si vous êtes un écrivain spontané, comme on a vu en partie 1, vous n'allez pas prévoir tout dès le départ, mais au moins vous l'avez derrière la tête. Vous savez que à la fin, il faudra qu'on voit quel a été le plan de votre héros. Ensuite, à partir de ce moment-là, dans l'histoire vont apparaître les alliés, l'adversaire principal ou les adversaires, peut-être des faux alliés, peut-être un mentor. Voilà, vont apparaître progressivement tous ces personnages. Et si on prend le cas de l'adversaire, cet adversaire va aussi lui avoir un plan. Donc c'est à vous aussi de voir à la fin de votre livre, de préparer à l'avance, de voir est-ce que on voit bien que votre adversaire a un plan pour contrer le plan du héros, de l'héroïne. Donc vous pouvez le prévoir à l'avance ou pas, voir suivant votre manière d'écrire le livre, ce qu'on a vu en partie 1. Ce qu'on a dit en partie 3, c'est-à-dire ce qui jouait énormément dans l'intrigue, c'était les rebondissements, les révélations, etc. Donc voilà, c'est ce qui va se passer dans votre roman. Vous allez avoir tout un tas de premier rebondissement, deuxième rebondissement, troisième rebondissement. Vous en mettez autant que vous voulez. Ce sont des rebondissements, des révélations, des attaques, des contre-attaques, des choses en fait l'action, qui vont faire bouger le roman, qui vont faire bouger le lecteur. Et qui vont à chaque fois en fait pas faire que bouger le lecteur, mais faire bouger les personnages, faire bouger votre héros et faire en sorte qu'à la fin il arrive à sa fameuse transformation dont on a parlé en partie 3. À un moment donné, dans toutes les techniques de structure, à un moment donné il va y avoir une sorte de défaite, une grosse défaite. On pense que tout est foutu, que finalement le héros n'y arrivera pas. Et ça plonge le héros dans une sorte il y a une grosse pression, il y a parfois une mort psychologique, je vous pousse le truc. Donc il y a toujours un moment un peu de creux de vague où on est au plus bas, nous lecteurs, avec notre héros. Et puis, bien entendu, alors il y a des livres, le héros va continuer de plonger, et puis d'autres livres où il va s'en sortir, ça dépend de ce que vous voulez développer. C'est à partir de ce moment-là que apparaît le plus souvent une surprise, un truc qui donc qui surprend le lecteur. Vous pouvez faire une surprise qui surprend que le lecteur, par exemple n'est pas au courant votre héros, ou une surprise qui surprend tout le monde. Donc voilà, là ça donne du peps à l'histoire. Ensuite, il y a en général une grande confrontation finale. Donc, un grand conflit où tous les personnages se retrouvent, où on voit qui atteint l'objectif, on voit les ressemblances entre l'adversaire
et le héros, enfin voilà. Donc tout ça c'est des choses, quand on travaille ensemble, qu'on creuse, hein. Chaque partie est creusée indépendamment et bien en détail. Ensuite, eh bien, il y a une prise de conscience. Voilà, le héros se dit, ben voilà, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Alors là, je vous dis prise de conscience, ça s'appelle différemment dans le voyage du héros, mais l'idée est la même. Une décision, qu'elle soit morale ou non. Si vous avez un débat moral, c'est sûr que là, c'est là que va apparaître le débat moral dont on a parlé dans les parties précédentes. Ben, c'est là que va apparaître la solution. Enfin, on va voir la solution morale que vous, auteur, vous proposez. Et puis un nouvel équilibre. Donc le nouvel équilibre, bah, qu'est-ce qui se passe une fois que tout ça est terminé, une fois qu'on a vécu toutes ces aventures, ces rebondissements, ces surprises, ces confrontations. Ok, on a pris conscience de tout ça, on arrive où après? Alors, c'est pas forcément une happy end, hein, pas du tout. Ça peut être la nouvel équilibre, c'est que justement bah, le héros, il n'a pas réussi à se transformer et boum. Ou au contraire, bah, il a réussi à se transformer et vous nous montrez vers quoi il s'est transformé. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas compliqué, hein, il y a des étapes à suivre. Et bah, le but de l'accompagnement, c'est qu'évidemment, je vous accompagne dans chaque partie, dans chaque scène. Et puis on creuse, et puis on essaie de voir quelles sont les meilleures attaques, quelles sont les meilleures contre-attaques, quels sont les meilleurs rebondissements, quelle serait la meilleure surprise, quel serait le meilleur conflit à imaginer, quelle serait la meilleure transformation, quelle serait la meilleure fin. Bah, voilà, en fait, c'est plein de questions, et moi je suis là pour y répondre. Allez, on se retrouve pour la conclusion de cette masterclass. Alors maintenant que vous connaissez les ingrédients essentiels pour écrire un bon roman, l'objectif maintenant c'est de sortir de la théorie, de sortir de votre zone de confort et de passer à l'action, mettre les mains dans le cambouis et puis écrire votre roman. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, écrire un roman c'est long, donc la motivation peut vite flancher et c'est pour ça que je vous propose mon offre littéraire 100% haut de gamme. Je vais vous expliquer pourquoi 100% haut de gamme. Et vous allez vous rendre compte que pour écrire un roman, eh bien, c'est possible de ne plus jamais se sentir seul. En fait, mon rôle, ça va être de vous accompagner, de venir chez vous, à domicile. Vous allez vous offrir une coach, rien que pour vous, une coach privée. Et je vais vous montrer ce que valent vos écrits, je vais vous rebooster quand vous en aurez besoin, je vais vous aider à éclaircir chaque partie du processus d'écriture qu'on vient de voir ensemble, je vais vous conseiller, vous soutenir, vous allez vous sentir rassuré. Bref, vous n'allez pas être seul et vous allez avancer et terminer votre roman. Donc pourquoi c'est une offre 100% haut de gamme? Parce que c'est une offre qui est 100% confortable, elle se passe à distance. Donc vous êtes chez vous, où vous voulez, aux quatre coins du monde. On s'appelle, on se voit en visio, ce qui vous arrange. Et c'est tout confort pour vous, c'est quand vous le voulez en fait. C'est une offre qui est 100% individuelle. Donc ça c'est très important. Je ne parle que de vous, que de votre livre. Je ne suis là que pour vous, que pour votre histoire. 100% individuelle. C'est une offre 100% personnalisable. Vous verrez, il y a différentes catégories d'offres, donc vous pourrez choisir ce qui vous correspond le mieux. C'est une offre 100% qualité parce que, comme je vous le disais en présentation, j'ai 4 casquettes. Coach en développement personnel, coach en confiance en soi, écrivaine et coach littéraire. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. C'est une offre 100% haut de gamme parce que tout est en live. Pardon pour le mot d'anglais, tout est en direct, c'est-à-dire vous m'avez en face de vous, vous m'avez par téléphone et vous pouvez me poser toutes les questions au moment où vous les avez, vous vous demandez quelque chose, vous avez une interrogation, vous avez un doute, vous ne savez pas, boum, vous me posez la question, je vous réponds. Donc c'est pas comme des fois vous êtes soit avec un audio ou une formation et puis vous vous demandez, vous ne savez pas, là, je suis là, vous ne savez pas, je suis là. Donc c'est simple. Donc tout est en direct et à la moindre question, vous avez la réponse immédiate. Je vous propose une offre 100% engagement parce que je m'engage à ce que vous sachiez exactement comment écrire votre roman. Ça, c'est la promesse que je vous fais. Vous saurez écrire votre roman.
C'est une offre 100% bénéfice parce que dans les offres que je vous propose, il y a du coaching littéraire, il y a des cours d'écriture, il y a des avis, je vais vous donner des avis sur vos écrits avec un diagnostic bien détaillé. Dans l'offre la plus complète, l'offre privilège, vous allez avoir des ateliers d'écriture qui vont vous être offerts, je vais vous mettre en relation avec un réseau de correctrices, bref, plein de choses, des cadeaux également, donc plein de bénéfices qui vont vous être, que je vous offre. Et c'est une offre 100% satisfaction, vous le verrez plus tard dans la vidéo avec les avis clients. Donc j'espère que cette masterclass vous aura donné envie de découvrir ces offres. Il vous suffit de cliquer sur le bouton qui va vous être présenté dans la vidéo. Et puis j'espère surtout que j'aurai le grand plaisir de vous accompagner dans l'écriture de votre roman. J'espère que vous n'abandonnerez pas, comme je vous l'ai dit au début de cette masterclass. J'espère que vous ferez ce don aux autres et au monde. Et sachez que je suis là pour vous accompagner de A à Z. Et qu'il suffit de cliquer sur le petit bouton et puis de m'appeler. Et puis on se voit de l'autre côté très vite. À bientôt, merci beaucoup. Et bonne écriture!